le monde, je me présente, je suis Gabrielle Coulombe, je suis rédactrice professionnelle, auteure, conférencière et je suis recueilleuse de récits de vie. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, avec vous, pas en présentiel, c'est le mot à la mode par les temps qui courent. Donc voilà, je vais m'efforcer d'avoir... d'être incarnée, de vraiment vous transmettre ma joie de vivre et ma passion aussi pour ce que je fais, malgré l'écran qui est entre nous. Pour moi, c'est un défi. Moi, je suis quelqu'un qui se nourrit beaucoup des rencontres, qui se nourrit de l'énergie aussi qu'on a dans justement la rencontre de l'autre, le partage. Donc pour moi, c'est un grand défi aujourd'hui d'être voilà, toute seule dans mon bureau d'écriture avec une lumière dans le visage et voilà, de ne pas sentir les gens, de ne pas voir vos réactions. Mais voilà, j'espère que l'activité que je vous propose aujourd'hui va vous amener en voyage, va amener un baume dans ce quotidien qui est, ma foi, un peu ébranlé et pas nécessairement facile tout le temps. Alors voilà, l'objectif c'est de vous raconter mes rencontres. Alors Simone, qui est-elle? Simone, c'est ma grand-mère, elle est juste ici. Elle est toujours près de moi, partout où je vais. Ma grand-mère, ouais, c'est ma meilleure amie. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des moments très très profonds d'humanité, de rencontre, de transmission aussi. Ma grand-mère a été là dans le tout début de ma vie. Et elle est restée près de moi jusqu'à son décès en 2016. Et c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'elle disait souvent « Ah, tu sais, moi j'ai seulement une 4e année », ben ma grand-mère, c'est elle qui m'a appris les savoirs les plus essentiels qui m'ont été utiles et qui me sont encore utiles aujourd'hui. Et voilà, c'est une femme avec qui on pouvait aller ensemble, se permettre d'être soi-même, d'aller au-delà des masques, pas des masques comme on a aujourd'hui, mais les masques que parfois on se met parce qu'on a des rôles à maintenir dans notre vie. Ma grand-mère avait le rôle de maman imprégnée en elle et le rôle de papa parce que bon, elle est devenue veuve à un très jeune âge avec une marmaille de qui prendre soin, avec une grande terre, une ferme. Donc elle était dans ce rôle-là d'être à la fois l'autorité, la sécurité, de veiller aux besoins de tous ses enfants, qui a amené peut-être une certaine dureté. Et ben, quand on était ensemble, ben, on se permettait d'être au-delà de tout ça, d'aller dans la douceur. Je pense qu'on s'est permis ensemble d'aller dans des zones que certaines personnes n'ont jamais vues. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans une vie. Probablement que vous avez des gens comme ça dans votre parcours. Moi, c'est ma grand-mère, c'est Simone. Et ma grand-mère a été très influente dans mon parcours et dans cette espèce, moi je dis souvent passer dans le trou de l'entonnoir. Ça veut dire on vit beaucoup de choses, puis à un moment donné, il y a comme un passage obligé qui arrive dans notre vie et on prend une voie qui est plus en cohérence avec soi-même. Mais moi, ma grand-mère, à son décès, ça l'a vraiment ouvert beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a éveillée à beaucoup de sphères aussi par rapport à ma créativité, à des projets que j'avais, des rêves que j'avais que j'actualisais pas nécessairement dans le cadre de mon boulot. Moi, je suis travailleuse sociale à la base. J'ai une formation en travail social. J'ai travaillé plusieurs années dans le monde municipal en gérontologie sociale pour un laboratoire communautaire en vieillissement actif en milieu rural. Et voilà, donc quand ma grand-mère est décédée, bon ben moi j'étais dans comment dirais-je, un carré de sable plutôt traditionnel avec bon un emploi, de la gestion, une maison, un conjoint, un chien. Vous voyez, et finalement, ben à son décès, ben j'ai comme remis en question tout ça. Et pour moi, ben, je savais pas trop comment passer à travers l'étape du deuil. Donc,
je suis partie, tout simplement. Je suis partie en voyage et je me suis ramassée à Terre-Neuve à faire un été de temps de rencontres, d'écriture, de pouces, de faire du camping le long des plages. Vraiment le voyage, comme je l'ai souvent fait. Moi, j'ai commencé à voyager, j'avais 17 ans. C'est quelque chose que j'avais besoin dans ma vie parce que, bon, là, c'est moins possible de le faire. Donc voilà, donc à son décès, je suis partie en voyage et j'ai commencé à rendre plus concret un projet que j'avais en tête depuis de nombreuses années, mais que j'avais pas nécessairement le temps de faire ou je me donnais pas le temps. Et j'ai commencé à interviewer des personnes de 70 ans et plus pour, en tout cas, je savais pas trop c'était quoi l'intention finale, le produit final de tout ça, mais j'avais envie de rencontrer des gens et de me laisser toucher par la rencontre, par l'autre, par ce qu'il a à me transmettre. Donc, c'est comme ça que le projet Simone et tous les autres est né. C'était dans le but de rencontrer ma grand-mère à travers d'autres gens, à travers d'autres gestes, de lui rendre hommage aussi. Donc, Simone et tous les autres, ce sera un recueil de récits de vie collectés auprès de personnes de 70 ans et plus, dans différentes provinces, différents pays. Je me souhaite, en tout cas, l'intention, c'est que le manuscrit soit publié en 2021, mais ça a été 4 années de voyage, de rencontres, de découvertes de moi-même à travers l'autre, à travers la nature, à travers la spontanéité du voyage aussi. Et c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui durant la conférence. Le récit de vie, parce que c'est une forme littéraire qui est arrivée assez rapidement dans ma démarche. Pour moi, le récit de vie a vraiment le pouvoir de rendre tangible certaines choses dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Quand on se raconte notre histoire ou qu'on la raconte à quelqu'un d'autre, ben c'est de prendre un pas de recul, c'est de l'observer, c'est d'être en mesure de générer du sens, c'est être en mesure de se retrouver aussi, de retrouver de la cohérence pour peut-être bâtir notre avenir. Et pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant dans la rencontre de deux êtres qui prennent le temps de s'asseoir, de parler de la vie, de parler de ce qui est universel pour eux et le regard qu'ils ont, qui est unique en soi. Parce que chaque parcours de vie, chaque personne qu'on connaît, chaque personne a un parcours unique, une parole qui est unique et pour moi ça c'est d'une richesse très très grande d'un point de vue intergénérationnel parce que moi c'est le cadre dans lequel j'écris, dans lequel je vis depuis de nombreuses années. Mais je trouve que la rencontre de l'autre et le partage de notre parole à travers l'écriture, le récit de vie, ça a vraiment plein d'impact et de bienfaits dans la vie des gens. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des personnes aînées. J'aurais le goût de dire la Journée internationale des personnes qui ont des savoirs, qui ont une vie riche, au présent, au passé, à l'avenir, des gens qui possèdent tous les âges, des gens qui ont envie d'être eux-mêmes impliqués dans leur communauté, c'est le thème de cette année. Et c'est ce que j'ai envie de célébrer aussi à travers ma conférence d'aujourd'hui, c'est l'unicité de chacun des parcours. Et des fois, on n'a aucune idée de l'incidence et de l'influence qu'on a dans la vie des gens. Mais on en a, parfois et souvent à notre insu. On va transmettre par une phrase, un geste, un sourire, par une rencontre, des bouts de soi, des bouts de notre histoire qui ont le pouvoir d'éveiller les autres, de même peut-être les aider à guérir, à transcender certains événements. Et pour moi, ben, aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est ces aînés qui m'inspirent. Ben c'est ça, c'est des gens qui m'ont marqué, chacun à leur façon, avec leur vision de la vie. Et voilà, des gens avec toutes sortes de conditions, toutes sortes de parcours, toutes sortes de savoirs aussi, et de cultures différentes. Et mon but, c'est de vraiment magnifier le spécifique de quelqu'un pour le rendre universel,
pour démontrer à quel point il y a une résonance dans le parcours des autres et que, ben voilà, chacun à notre façon, on rayonne quelque chose autour de soi et voilà, on peut incarner quelque chose qui a le pouvoir d'aider les autres autour de soi. J'ai fait ressortir des phrases qui pour moi, étaient intéressantes pour le thème de la journée aujourd'hui. Il y a Michel de Montaigne qui disait « À mesure que la possession de ma vie est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. » Il y a aussi Jean Carrette, un gérontologue, qui disait « Certaines personnes deviennent captives d'un âge qui se fait identité. » Alors, hein, quand je disais on n'est pas une personne, on n'est pas un jeune, un ado ou une personne aînée. Pour moi, j'ai la difficulté à identifier des personnes par rapport à leur âge, mais on est des personnes avec un parcours qui est unique et c'est pas notre identité, notre âge. Et ça veut pas dire qu'on peut pas être fier non plus d'appartenir à un groupe d'âge, c'est pas ça. Mais c'est de dire on est une personne d'abord et avant tout, qui a un parcours, qui a une parole, et c'est un peu ça qu'on célèbre aujourd'hui. Alors, bonne conférence tout le monde, et j'espère que ce petit voyage à travers les lieux, la parole et le temps vous fera du bien. Nous commençons le voyage à Terre-Neuve, une île qui pour moi est très marquante dans ma vie. Si j'avais à faire une rature sur ma ligne de vie, je crois que mon premier voyage à Terre-Neuve serait une grande croix parce que c'est là où mon rêve d'écrire, mon rêve de rencontrer, j'ai plein d'objectifs avec Simone et tous les autres, hein, de promouvoir la parole, de promouvoir aussi la rencontre intergénérationnelle, mais pour moi, tout ça est devenu comme concret quand je suis partie à Terre-Neuve l'été qui a suivi le décès de Simone. Et j'ai vraiment expérimenté là-bas ce qui fait du sens pour moi, la rencontre, l'imprévisible ou en tout cas le beau qui est dans l'imprévisible du voyage, de rencontrer, de me laisser bercer par les rencontres, parce que chacune des personnes que je vais vous présenter aujourd'hui et qui font partie de mon livre, c'est vraiment des rencontres du destin, de la providence, on peut appeler ça comme on veut. Et voilà, donc pour moi, de m'ouvrir à ce monde-là, de m'ouvrir aussi, de me familiariser avec ma plume, mon écriture, de comprendre aussi, bon, toutes les techniques liées au récit de vie. Donc pour moi, Terre-Neuve a été le commencement de ça qui m'amène à qui je suis aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'éveil dans ce voyage-là qui ont mené à mon retour à plusieurs décisions, dont j'ai quitté mon emploi pour retourner comme serveuse dans les salles à manger pour avoir plus de temps pour écrire, rencontrer. Donc, après ce voyage-là, je me suis mis vraiment à être très créative, à voyager beaucoup, à faire beaucoup de rencontres. Je suis devenue ambassadrice jeunesse pour Intergénération Québec à ce moment-là. Et voilà, donc le projet a pris forme et c'est devenu une mission de vie qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, ce voyage-là est très important pour moi. Et je vous parle d'une rencontre que j'ai faite à Terre-Neuve avec Zoé. Zoé, c'est une dame que j'ai rencontrée dans le petit village de Winterton. Et à Winterton, il y a le musée du bateau de bois. Donc, tout ce qui est les goélettes traditionnels, la construction de bateaux de façon traditionnelle, les savoirs finalement manuels. Des hommes majoritairement. Et Zoé, elle était bénévole là, au musée. Et c'est de cette façon-là qu'on s'est rencontrés de façon très naturelle. Et pour moi, Zoé, c'est une femme qui incarne le changement. C'est une femme qui fait en sorte que des femmes comme moi aujourd'hui peuvent se permettre de rêver et d'accéder à des choses que mes ascendantes n'avaient pas à l'époque. Pour moi, c'est précieux de célébrer ça, de dire hey, il y a des femmes avant moi qui ont ouvert des portes, qui ont vécu des premières fois pour démontrer et incarner une différence qui me permet aujourd'hui d'être la suite de tout ça. Donc pour moi, Zoé, elle incarne voilà, cette volonté-là d'être elle-même, de se réinventer. Elle est toujours aussi impliquée dans sa communauté de différentes façons. Et j'ai aimé le personnage de Zoé dans... voilà, c'est une femme qui, malgré le fait qu'elle parfois elle est très très organisée, tu sais, chez elle, là, il y a, comment on dit l'expression,
une place pour chaque chose à sa place. Ben, malgré tout ça, c'est une femme qui est très ouverte à essayer de nouvelles choses. C'est drôle parce que avec Zoé, elle m'a avoué à un moment donné, on se balançait dans la balançoire, on regardait l'océan et Zoé m'a avoué que bon, elle aimerait faire de la moto. Et moi, ben, c'est toute candide, ben pourquoi pas, il n'y a pas de raison pour pas le faire, tu sais, finalement. Et j'ai été la complice de Zoé dans son souhait, justement, de faire de la moto. Et c'est arrivé. À 79 ans, j'étais là, je l'ai filmée. Elle est partie avec un de ses amis, arpenter la côte. Et pour moi, ça me démontrait à quel point on peut se réinventer, peu importe notre âge, que voilà, on peut se permettre d'être qui on a envie d'être, même si parfois ça sort des normes de notre époque, de notre sexe aussi, de notre genre. Et Zoé, voilà, pour moi, c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire encore. Et je vous lis un extrait qui fait partie de l'exposition itinérante de Simone et tous les autres qui s'appelle Passage obligé. Et voilà, je vous lis l'extrait qui décrit plutôt bien le personnage qui est Zoé. Je vous lis une citation de Zoé. « Quand il y a un obstacle devant moi, je ne l'évite pas. Je trouve plutôt les outils pour le surmonter. » Zoé a été la première femme occupant un poste de conseillère municipale dans son village. Zoé a arpenté la côte pour la toute première fois en moto alors qu'elle avait 79 ans. Zoé s'est mise à la marche rapide avec son habit Adidas mauve comme les lupins sauvages de son île, sitôt qu'un effort habituel la surprise d'essoufflement. Pas question d'arrêter, elle retrouvera le souffle et continuera. Zoé est rebelle face à l'adversité et aux barrières que la société érige entre nous et nos ambitions. Des premières fois, elle en a vécu plusieurs, ouvrant de nouvelles portes pour elle et pour ceux qui suivront. Elle a joué aux hommes, avec une force un peu caricaturale qui a laissé des traces de rudesse en elle, dans ce monde où les genres semblent nous indiquer ce qui est pensable ou non pour nous. Sa place, elle l'a fait en mettant du cœur dans ses actions et en tissant des liens significatifs avec des gens. Elle n'a rien volé à personne. Elle a lutté contre ces idées tutélaires et protectrices qui trop souvent couvent les gens vieillissants d'hésitation face à la gestion des risques quotidiens. Zoé ne se désengagera jamais de sa fougue et de son désir ardent d'apprendre. Jusqu'au bout, elle restera fidèle à cette curiosité d'expérimenter qui, encore aujourd'hui, charge son agenda d'occupations bénévoles multiples, qu'elle remplit toujours avec la même insoumission face à la convergence qui voudrait la retirer du jeu. « I will never be game over! » Je serai jamais game over. Zoé est en continuelle révolution, se réinventant constamment jour après jour avec curiosité et détermination. Elle est-elle un bouton de rose en perpétuelle éclosion? La semaine dernière, j'ai eu une triste nouvelle. J'ai appris que Michel Latendresse était décédé. Dans la dernière année, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, qui ont croisé ma route, qui sont décédées. C'est le lot de faire le recueil de récits de vie de gens qui ont une longue vie derrière eux. C'est comme ça. Ça n'enlève pas la tristesse, mais en même temps, je me dis, ben, ces gens-là sont marqués à tout jamais dans ma mémoire, dans ma parole, que je vous transmets oralement aujourd'hui, dans leur parcours qui fera partie d'un livre qui va marquer le temps. Mais ça reste que chaque personne qui part, ben, c'est un rappel que le temps passe, que le livre n'est pas fini, que c'est aussi une célébration de la richesse des rencontres. Et Michel, ça l'incarne tellement la richesse des rencontres. Je suis émotive. Michel, il incarne pleinement en quoi les rencontres peuvent changer nos vies. Quand j'ai écrit la vie de Michel et de Raymond,
J'étais au tout début de ce changement-là dans ma vie où j'ai décidé de quitter mon emploi, d'aller vers le recueil de récits de vie. Et il y a un organisme communautaire qui m'a demandé d'écrire l'histoire de Michel et de Raymond. Raymond étant un bénévole pour l'organisme communautaire qui faisait des visites d'amitié avec Michel depuis plusieurs années. Et on m'a dit, écoute, c'est une histoire magnifique et nous, on a envie de la transmettre aux gens pour leur démontrer à quel point être bénévole, ça peut avoir un impact très, très grand dans la vie. Et je vous explique un peu le contexte. Michel Latendresse est un homme qui a vécu qui est un artiste multidisciplinaire d'abord, et qui a vécu une certaine autarcie, qui vivait en forêt. C'était vraiment un homme des bois. Il se promenait, il était trappeur, chasseur, il vivait dans une cabane qu'il a construit lui-même. Et voilà, il était artiste dans tout ça. Il faisait des dessins, il faisait aussi des paniers ancestraux tressés pour la cueillette en forêt. Il faisait des couteaux aussi. Bref, c'est vraiment un artiste et un homme, un grand amoureux de la nature dans tout ce qu'elle a de plus sauvage. Et bon, Michel, malheureusement, a eu un accident cardiovasculaire dans la soixantaine, donc à un jeune âge. Et comme il habitait tout seul, ça a été long avant que les secours viennent à lui. Et finalement, ça l'a laissé des séquelles permanentes dans son cas. Il est devenu aphasique, donc incapable de communiquer ou très peu par la parole et paralysé de tout le côté droit. Vous comprendrez que quand on est habitué de vivre... Michel, parfois, il partait des mois vivre près d'un lac. Il se montait une maison longue avec des billots de bois et vivait de la chasse, de la pêche. Vous comprenez que sa vie a changé du tout au tout après son accident. Il n'est jamais retourné dans sa maison. A été obligé d'aller vivre dans un centre, un milieu de vie collectif pour personnes aînées. Et a vécu un moment très très difficile, comme de raison, et parce que bon, il ne pouvait plus s'exprimer, mais il ne pouvait plus exprimer sa créativité par le dessin, par l'art comme il le faisait, et il n'était plus du tout dans la nature. Donc il y a eu vraiment un grand changement dans sa vie. Et est arrivé Raymond, un bénévole de l'organisme, pour faire des visites d'amitié. Et tous les deux se sont rendus compte, bon ben Raymond aussi c'est un artiste, il fait de la céramique, c'est un potier. Et les deux, et Raymond, ça faisait un bout que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pratiqué son art. Et ben là, Michel le reconnecte avec ça. Donc Raymond recommence à faire de la poterie, de la céramique, tranquillement. Et avec le temps, Raymond a convaincu Michel de réapprendre le dessin, mais de la main gauche. Et au début, Michel, trouvait ça un peu irréaliste et tout. Et finalement, Raymond l'a encouragé, l'a aidé à modifier son équipement. Et finalement, Michel, après des années de travail, a réappris le dessin de la main gauche. Et à partir de ce moment-là, Michel, dans son petit appartement, dans la résidence, il dessinait parfois 7, 8, 9 heures par jour. Il y avait des cadres, des toiles partout dans son appartement. On y aurait souhaité qu'il y ait plus de murs chez lui pour les accrocher. Et moi, j'arrive dans tout ça, j'écris cette histoire-là, que je me dis « Wow! » Et finalement, moi, je pratique ma plume et je découvre que c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux traduire ces histoires-là, je veux traduire la force des gens, la résilience. Michel, pour moi, c'est un exemple de résilience, mais fois 1000, tu sais. Et finalement, les trois ensemble, on a créé une exposition artistique avec chacun, moi la littérature, Michel le dessin, avec Raymond la poterie. On a fait une grande exposition collective ensemble pour démontrer finalement la rencontre, et on a marié nos arts à travers tout ça. Donc pour moi, c'est un exemple tellement marquant que en s'ouvrant aux autres, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut se découvrir des ressources, on peut se découvrir une force qu'on avait sous-estimée. J'aime l'image que Raymond utilise souvent. Il dit « Dans la vie de Michel, je n'ai pas inventé l'électricité. J'ai seulement pesé sur l'interrupteur. » On peut faire ça aussi des fois. Sans trop le savoir, on va peser sur l'interrupteur de quelqu'un pour que le meilleur de lui-même ressurgisse, pour qu'il retrouve un sens. Et pour moi, cette histoire-là,
Voilà, je la trouve magnifique et très très grande d'humanité. Si vous avez envie de la lire en entier, je vous invite à visiter mon site internet et dans mon portfolio, vous allez retrouver le récit complet de cette histoire magnifique. Mais je vous lis quand même un extrait du récit de Michel Latendresse. Avec le temps et la détermination, Michel entame ce délicat transfert de la droite vers la gauche. Depuis ce retour au dessin, il s'y plonge tous les jours, travaillant sans relâche et avec ardeur, jusqu'à 8 et 10 heures par jour, avec une grande exigence envers lui-même. Au départ, les tentatives de Michel sont plutôt timides, se rapprochant quelque peu des œuvres réalisées auparavant et qui décorent les murs de son appartement. Raymond ne le lâche pas d'une semelle, l'encourage à continuer, lui lance des idées concernant certaines œuvres et lui propose des techniques afin de l'inciter à pousser son art toujours plus loin. Il lui aura fallu 2 ans afin de réapprendre à dessiner avec sa main gauche. Au fil d'essais multiples, Michel apprivoise à nouveau et graduellement cet art, devenu maintenant sa forme d'expression principale, afin d'extérioriser et exulter toutes ces choses qui bouillent en lui. Lorsqu'il dessine, il ne pense plus à sa condition. Il prend congé de ce labeur physique que la vie lui a imposé, qui lui fait expérimenter un autre genre de solitude. Le dessin, c'est pour lui l'occasion de transcender le corps, de quitter un instant ces mimiques qui font parfois défaut et revoir la profondeur des forêts, sentir à nouveau cette énergie si spécifique à la nature, au grand qui s'y trouve. On a tous, comme dit si bien Richard Desjardins, des existoires, des lieux intimistes, tapis entre 2 réalités, comme des lisières existentielles où on ne fait plus seulement qu'exister, mais où l'on vit avec passion. Dessiner propulse Michel à l'orée des bois, ceux dans lesquels il défriche sa nouvelle vie, au fur et à mesure qu'il s'y plonge. Plusieurs de ces toiles ont une charge émotive très grande, de vrais souvenirs reconstitués grâce à sa main gauche qui envahissent les étroits murs de son logement. Puis, les oiseaux chantent à nouveau dans sa demeure. Il a installé une petite mangeoire le long de la rambarde de son balcon. Les plaisirs restent les mêmes, les façons de les atteindre, elles, sont différentes. Devant la porte-fenêtre de son appartement, cahier à la main, il dessine les nuages qu'il observe doucement, comme si les murs n'existaient plus, ni ceux que la vie lui a imposés, ni ceux qu'il s'inflige parfois. Je suis contente de partager l'histoire de Michel avec vous, parce qu'il vient de partir récemment. Et j'espère qu'elle aura résonance en vous, comme elle a eu résonance en moi. Ah, là, je vous apporte au soleil, parmi les plantes, en Martinique. J'ai eu la chance de vivre en Martinique plusieurs mois et j'ai travaillé dans un jardin créole, le jardin de ma tati Marie-Adèle. J'étais bénévole là-bas en échange d'un toit fleuri et de nourriture qui m'était pas familière pour autant. Alors voilà, pour moi ça a été une expérience vraiment intéressante et très formatrice parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la culture, par rapport à la philosophie du jardin créole aussi. J'ai appris beaucoup de choses au contact de Marie-Adèle. Marie-Adèle, c'est une femme qui a eu un parcours très difficile dans la pauvreté, comme plusieurs personnes en Martinique, qui a connu l'époque des cases créoles où justement les maisons étaient... le plancher était en terre battue, les murs étaient faits avec de la canne à sucre ou du bambou et que quand elle a vécu des tempêtes où la maison, bon, la case partait dans le vent, une pauvreté extrême et voilà, une violence familiale très très grande. Et malgré tout ça, c'est une femme qui a réussi à être une battante et à garder dans sa résilience, dans sa force, quelque chose de très très doux, de dansant. J'adorais entendre Marie-Adèle chanter au jardin. Vraiment, je ne garde que des bons souvenirs de mon passage en Martinique.
C'était d'une douceur et vraiment c'était ouais, une belle expérience de vie. Et Marie-Adèle, elle m'a expliqué le principe dans la culture créole qu'on appelle potomitan. Le potomitan, c'est les femmes, souvent, qui sont appelées comme ça. À la base, le potomitan, c'était dans les pratiques vaudou, c'était le pilier qui tenait le temple vaudou, hein, pour vulgariser la chose. Et avec le temps, on a souvent décrit les femmes, les mères de famille comme des potomitans. Donc, quelque chose de très très fort qui soutient la maison où les enfants peuvent aller se réfugier. Et elle a comme pris ce concept-là et pour dire l'importance qu'on doit mettre sur le fait d'être au centre de notre vie. Et quand je suis arrivée en Martinique, j'étais un peu perdue, pour être bien honnête. Comme plusieurs bénévoles qui ont passé chez Marie-Adèle. Chez Marie-Adèle, sa maison dans Derrière-Bois, qu'on appelle le petit quartier de Choco, elle a accueilli au-dessus de 200-300 bénévoles qui viennent de partout dans le monde. Et j'ai l'impression que pour la majorité, c'est des gens qui cherchaient un but, qui avaient envie de participer à quelque chose de collectif. Et Marie-Adèle, c'est une femme qui laisse beaucoup les gens apprendre par eux-mêmes, qui donne des conseils, mais sans jamais rien imposer. Elle va beaucoup observer. Et c'est une femme qui, quand je suis repartie de la Martinique, je me suis dit, ben tu sais, Gabrielle, pour vivre la vie que tu as envie de vivre, il faut que tu sois au centre de ta vie. Et pour moi, Marie-Adèle, tout naturellement, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis dans ses gestes quotidiens, que moi j'ai interprété, bien sûr, avec mon regard. Et des fois, c'est ça, par l'expérience de la vie, par des petits gestes qu'on va faire, des habitudes qu'on va avoir, on peut rallumer quelque chose chez les gens. Et je pense que Marie-Adèle, elle a cette faculté-là de ramener de la confiance chez les personnes. Parce que des fois, on est amené à faire des choses au jardin de Marie-Adèle qu'on n'a jamais faites. Et on n'a pas nécessairement l'expérience ou la dextérité pour le faire. Et Marie-Adèle, il ne faut jamais dire qu'on n'est pas capable devant elle. Et finalement, elle nous fait vivre des réussites. Elle nous démontre aussi par sa vie qu'elle a construite de rien à aujourd'hui, que tout est possible en y mettant du sien et en étant au cœur de notre destinée. Et pour moi, ça m'a beaucoup marqué de vivre avec elle et de partager son quotidien. C'est une femme qui, depuis plusieurs années, a une maladie dégénérative au niveau des articulations et ça fait en sorte qu'elle a eu besoin à un moment donné de sa vie d'aller trouver de l'aide. Et bon, ben c'est comme ça qu'elle a décidé d'accueillir des bénévoles de partout dans le monde en échange de services pour prendre soin puis perpétuer son jardin créole qu'elle a hérité de son grand-père. Donc voilà, et je vous lis un extrait qui est un peu plus long, mais vous allez voir que, en tout cas, j'espère que vous allez être avec moi au jardin de Choco durant la lecture. Simone, je me rappelle enfant et abasourdie par la rudesse de ton quotidien ancestral, de la neige qui traversait les murs de votre maison à Sainte-Élisabeth, de ces jeunes personnes comme ton père et ton oncle Paul qui moururent injustement trop tôt, des veuves comme ta mère qui durent compter sur le travail de leur enfant ou se remarier même avec le pire des feignants de qui elles porteraient les enfants. À mes yeux, t'étais miraculé d'être toujours là, devant moi et en bonne forme pour me raconter comment militer pour les tiens t'avait permis de continuer d'avancer malgré les écueils. Insubmersible toi, insubmersible Marie-Adèle. Ma tati Marie-Adèle dit que c'est en étant le poteau central, le poteau mitant non pas du temple vaudou comme la tradition l'entend ici dans les Antilles, mais bien de sa propre personne, qu'elle réussit à s'accomplir. J'ai tout de suite su que vous aviez ça en commun. Comme si les drames de votre vie étaient devenus les tuteurs pour édifier votre poteau mitant bien creux en vous, pour ensuite abriter les vôtres. Il y a de la résilience là-dedans, c'est évident, mais je découvre que c'est davantage que ça. Comment je pourrais t'expliquer ça? Disons qu'en travaillant au jardin avec Tati, j'en comprends qu'avec le poteau mitant de sa vie, c'est bien sûr bâtir sa résilience. Réflexion que j'ai faite lors de la récolte des ignames, qui était une ruée vers l'or racine qui vous laisse couvert de boue et de sueur sous le soleil chaud du midi.
Prudence, force et résilience sont donc les vertus nécessaires à la récolte des ignames, mais aussi au classement des centaines de pots noirs de jardinage. Véritable amalgame de grandeur quasi improbable à inventorier, mais qui, à chaque pile échafaudée, redonne espoir en nos moyens. Surtout, n'allez pas dire que vous êtes nul ou incapable, car Marie-Adèle fera en sorte que vous viviez des expériences qui vous prouvera le contraire. Vous dire, je n'ai même plus peur d'entrer dans l'enclos à poules. Quand on est au centre de notre vie, on assume aussi nos choix. On se responsabilise face à nos gestes. Si tu brises le moteur de skidoo qui pompe l'eau de la rivière en ne connaissant pas la science subtile du starter, tu pourrais détruire les récoltes en ce temps sec de carême, anéantissant ainsi des années de culture. C'est que les arbres fruitiers demandent du temps pour tenir leurs promesses et beaucoup de soins. Alors, vaut mieux ne pas jouer les experts. Message que Tati nous a glissé en racontant quelques anecdotes concernant d'anciens volontaires qui ont détruit tous les plants de vanillé, en pensant qu'il s'agissait de mauvaises herbes. Faire du désherbage imprudent manque du sens des responsabilités. Être potomitant, c'est croire que tout est possible, que la débrouillardise concrétise nos ambitions grâce à quelques clous trouvés dans la soupe rouillée du fouillis qu'elle appelle rangement, et qui demande une connaissance expérimentale et un respect profond des choses pour s'y retrouver. Au jardin, dans la maison ouverte sur la forêt, tout est rabiboché avec les moyens du bord. Des pneus, du cordage extirpé d'un dédale de nœuds, des troncs affûtés au coupe-coupe. Tati a tellement manqué que maintenant, elle récupère tout. Elle voit et invente l'utilité des choses. C'est un vrai génie. Vous avez ça en commun. Marie-Adèle a fait bien plus que m'initier à sa culture, à son village, à tous les gestes consacrés que ses mains d'expérience perpétuent pour la vie. Elle m'a transmis le sens de l'engagement. Elle qui, dans ses journées bien remplies et douloureuses, n'était jamais absente, elle était bien ancrée dans les instants avec nous. Il me semblait voir l'univers entier dans ces greffons minuscules qu'elle manipulait avec délicatesse. Quel plaisir ce fut de revenir à l'essence des choses, dans son jardin créole, comme une enfant qui essuie sa bouche avec le bas de sa robe, les culottes au vent. J'aime beaucoup relire mes carnets de voyage. Voilà, je me rends compte à quel point la vie est riche et à quel point je suis chanceuse d'avoir vécu toutes ces rencontres-là et d'avoir été touchée et de toucher des personnes en retour. C'est un beau cadeau. Maintenant, on quitte la chaleur pour aller dans le froid et l'humidité de l'Écosse, où j'ai voyagé à 2 reprises et j'ai aussi travaillé à Ullapool, dans le nord-ouest des Highlands. Je travaillais pour une dame qui faisait de la reforestation, qui vivait vraiment en pleine autonomie, pas d'eau courante, pas d'électricité. Alors, ça a été une expérience bien intéressante et c'est là que j'ai fait la rencontre de Stuart Logan, qui est un grand marcheur. En fait, moi j'ai toujours été fascinée par un rituel qui existe en Écosse, qui est le Munro Bagging. Les Munro, c'est 282 montagnes qui ont été classées dans les années 1800 par Hugh Munro. Puis, en fait, le but, c'est de faire le tour de toutes ces 282 montagnes-là pour avoir le titre de Munro Bagger. Et là, bon, il y a des gens qui vont essayer de briser des records, qui vont essayer de le faire le plus rapidement, bon, en moins de jours possible, bref. Et j'ai toujours été fascinée par ça. Et finalement, j'ai fait la rencontre de Stuart Logan. Et Stuart a été le premier homme à faire 10 fois les rondes de Munro. Donc, imaginez, un ronde, c'est 282 sommets. Alors, multiplié, on a beaucoup de montagnes grimpées. Et en plus de tout ça, Stuart a grimpé d'autres palmarès. Là, en Écosse, sont forts sur les palmarès de montagne. On a les Grahams, on a les Marylands, les Corbetts, il y en a plein. Et donc, au total, Stuart a grimpé, je crois, au-dessus de 8000 montagnes dans sa vie. Et il a commencé à marcher à 40 ans. Alors, moi, quand je l'ai rencontré,
je me suis dit, hey, moi souvent je dis autour de moi, j'aurai jamais assez d'une vie pour tout faire ce que j'ai envie de faire et ce que mon imagination crée. Moi j'ai beaucoup d'idées. Je me dis, il va bien falloir que j'aille 2 vies pour en avoir une qui a de l'allure finalement. Et Stuart, il a commencé à 40 ans, donc je me dis, nos rêves arrivent à nous à un certain moment. Lui, c'est quelque chose qui, c'est une intention qu'il avait un peu inconsciemment depuis qu'il était tout petit. Et finalement, c'est venu à lui vers 40 ans où là, il vivait vraiment au niveau du travail un stress très très grand et il a découvert dans la marche en montagne un getaway, une liberté, vraiment un exutoire, une évasion vers quelque chose où tout son être était occupé à faire quelque chose, tout son corps qui le sortait du quotidien qui était parfois difficile au niveau du travail. Et voilà, donc Stuart, moi ce que je trouve beau, c'est qu'encore aujourd'hui, il fait des conférences avec les plus jeunes qui commencent en montagne parce qu'il faut comprendre que la montagne écossaise, elle est imprévisible, elle est dure, elle n'est pas facile à comprendre et que les Munro, c'est pas nécessairement monter la Munro qui est difficile, mais c'est se rendre à la Munro parce que la plupart d'entre elles sont dans des régions très très éloignées de l'Écosse où se rendre au sentier est parfois plus difficile que faire le sentier en soi. Et Stuart a appris à lire la montagne, a aussi reçu des enseignements de d'autres personnes qu'il a su mettre en application dans la marche. Donc, il cumule près de 40 ans de marche. Donc, pour lui, il est très impliqué dans l'association des Munro Baggers en Écosse. Il transmet ses savoirs autour de lui. Et moi, j'ai fait ma première Munro avec Stuart. Donc, c'est une symbolique très, très grande pour moi. Je voyais dans cet homme une volonté d'être lui-même, malgré le fait qu'il est la montagne, il la monte moins vite que quand il avait 40 ans. Comme il dit, j'ai moins de spring dans les jambes, j'ai moins de ressort dans mes genoux. Marcher à côté de lui, pour moi, c'était comme marcher à côté d'un géant, d'un titan. Et ça a été une expérience super marquante pour moi. Alors, je vous lis l'extrait de Stuart Logan que j'ai écrit suite à notre première ascension ensemble. Lorsque l'on a goûté à la puissance des montagnes, des lieux, on ne peut désirer autre chose que ça. Ça, c'est Stuart qui dit ça. Stuart détient le titre de Munro Bagger, certifiant qu'il a grimpé l'ensemble des 282 montagnes écossaises portant le nom de Munro. Fait à ne pas négliger, il a été le premier dans toute l'histoire à recevoir cette mention à 10 reprises. Vous comprendrez l'ampleur de son exploit qui vraisemblablement ne s'arrête pas là. Les lunettes au bout du nez, ses tableaux informatiques sous les yeux, Stuart annonce sans grand cérémonial qu'il a gravi plus de 8000 montagnes à ce jour, en arborant, bien évidemment, le kilt de son clan. C'est qu'en bon informaticien, il a conservé les archives de ses ascensions classées par nom, dénivelé et année de réalisation. 40 ans de listes cochées pour des raisons que l'on croirait édifiantes, mais qui relèvent plutôt d'une simple recherche de calme pour apaiser le brasier des soucis quotidiens. Une quête d'équilibre qui, au fil du temps, s'est transformée en projet de vie. Encore aujourd'hui, âgé de 80 ans, il participe à l'augmentation de ses statistiques personnelles, certes à un rythme plus modeste, mais toujours ascendant. Sa persévérance à résister à l'envie de domestication qu'engendre la vieillesse et la constance de son pas le mène encore vers ces lieux d'exutoire qu'il arpente depuis maintenant 40 ans, pour tenir cette promesse qu'un jour il s'était faite. Alors qu'il courait dans les taillis de la lande comme jeune Grouse Beater, pour mener les perdrix effrayés vers les chasseurs prêts à tirer, un accord s'est prononcé naturellement en lui. Un jour, j'irai voir ces sommets, et je les gravirai un par un. Marché conclu un peu à la légère, mais qui déjà créait une intention dont il a su détecter les signes des années plus tard. Évidence qui n'a pas toujours été, il considère sa vie comme une totalité d'événements reliés entre eux qui ont tracé la route vers ce souhait juvénile qu'il avait prononcé un jour dans les broussailles. De cette rencontre fortuite avec le fils du créateur des Munro, à cet ami qui un jour l'a initié à la marche, Stuart ne peut nier tous ces marqueurs ici du synchronisme qui se sont imposés en lui.
Devant toutes ces listes, Stewart réalise non pas la grandeur de ses performances, mais bien toutes ces réconciliations que la marche a permis avec les différentes sphères de son existence, entre ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il deviendra. Alors, on passe d'une île à l'autre, juste à côté, l'île d'Emeraude, l'Irlande, où je vous amène dans le petit village de Roundstone où j'ai rencontré Veronica Fallon. Veronica, c'est une dame qui m'intriguait beaucoup. Je la voyais, j'avais une vieille bécane tout rouillée. Je faisais du vélo dans Roundstone et dans la baie de Roundstone, je voyais souvent une grande dame élancée, très mince, très élégante, qui allait se lancer dans l'océan. Et au printemps, je vous dirais qu'à longueur d'année, l'eau en Irlande est très très fraîche, mais au printemps, c'est particulièrement froid. Et je la voyais se lancer dans l'océan, je me disais, mon Dieu, tu sais, j'étais intriguée. Et à un moment donné, bon, je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé si je pouvais aller me baigner avec elle, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai passé du temps dans sa belle maison de grès blanc, dans son jardin magnifique qu'elle a planté de ses mains. Véronica, elle m'a beaucoup réconciliée avec le fait de pas être comme le reste des gens, d'être un peu différente. En ce sens où Véronica, elle est partie de son village très très jeune, à 14 ans, pour aller étudier en Angleterre en infirmerie. Donc elle est partie très jeune, à une époque où les gens restaient quand même dans leur village, voyageaient peu. Et finalement, elle a fait beaucoup d'allers-retours entre l'Angleterre, s'est promenée aussi dans le monde comme infirmière. Et pour finalement s'ancrer et avoir une maison à elle seulement dans la cinquantaine. Véronica a eu plusieurs histoires d'amour, mais elle n'a jamais fondé de famille. Et malgré le fait que plusieurs personnes lui disaient « Écoute, tu vas vieillir toute seule, c'est pas prudent, tu devrais faire les choses autrement », Véronica a toujours écouté son besoin de voyager, son besoin de découvrir, d'être stimulée. Et Véronica est décédée l'an dernier. Elle était loin d'être seule. À chaque jour, il y a des gens qui allaient la voir. Des personnes qu'elle a marquées par sa générosité, sa bonté, son rire, sa fantaisie. C'était quelqu'un de très fantaisiste. Elle était très très douce. Elle voyait dans la vie des choses que plusieurs ne voient pas. Et ça a été tellement délicieux et tendre de passer du temps avec elle quand j'étais en Irlande. Et Véronica, elle a vécu sa vie dans les rencontres. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amitié, qui a donné beaucoup de son temps dans sa communauté, qui a aidé des gens, qui a pris le temps de tisser des relations humaines très très riches. Et elle n'a peut-être pas eu la carrière du siècle, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a su briller à sa façon dans le quotidien des gens. Et je pense que ça, c'est précieux. Alors, je vais vous lire l'extrait qui parle de Véronica. Ces gens qui passent pour une raison. La maladie l'a usée, un peu, lui faisant comprendre ce qu'est l'âge. Elle avoue qu'elle se sent plus vieille depuis. Comme elle aimerait revenir au début de sa quarantaine, mais en apportant avec elle toutes ces choses qu'elle connaît maintenant, sa sagesse, ce tout récent calme face à ses choix, elle qui a toujours été une jeune warrior, une femme qui s'inquiète. Apporter avec elle cet amour de ce qu'elle possède et celui de toutes ces personnes significatives qui ont croisé son chemin, qui l'ont influencé et qui lui ont permis d'évoluer. D'ailleurs, les pièces de sa maison arborent divers objets, des présents donnés par des amis ou de la famille, des allégories matérielles de leur histoire qui font que ces pièces murmurent des souvenirs. Chacun de ces êtres a laissé quelque chose, des offrandes pour son être désireux d'apprendre, pour qu'elle puisse mieux traverser la vie en sachant qu'elle a vécu, qu'elle a aimé. Lorsqu'elle parle d'amitié, Véronica ne peut omettre son grand ami John Moriarty, le mystique, le poète, l'écrivain. Elle le décrit avec tant de candeur, de légèreté et d'affection que l'on peut le sentir parmi nous, car les mots de Véronica le font revivre encore et encore. John, c'était pour elle un guide, dans ses complexes recherches et questionnements qu'entraîne la voie spirituelle, lui qui était si ouvert à toute chose sans complexe.
Véronica ne sait pas trop en quoi elle croit. Elle n'a pas la foi, mais ressent qu'il y a quelque chose de grand, un pouvoir d'une puissance indescriptible. Puis, elle a le sentiment que la vie est cyclique, que notre énergie doit revenir à la Terre, d'une manière ou d'une autre. La réincarnation, peut-être. Durant son traitement contre le cancer qu'elle faisait à la maison, elle recevait souvent la visite d'un lièvre, imposant et sauvage. Ce lièvre, il en était ce signe validant son intuition que les gens reviennent, sous d'autres formes, en utilisant d'autres corps pour faire voyager leur âme. Ce lièvre, c'était son grand ami, c'était John, qui marchait délicatement sur la terre, comme il le disait souvent, mais cette fois-ci avec ses petites pattes. Pour elle, c'était évident. Véronica a conservé un mot plié dans un cahier qu'elle a écrit lors du décès de son ami, sur lequel elle a exulté ce qu'elle pensait de lui dans la mort, se mettant dans sa peau, s'imaginant où il aurait pu bien aller après avoir quitté son corps. Sur ce simple bout de papier écorné et fripé, on entend le ruissellement de la rivière, le cri du hibou, les rires d'enfants. On voit la lune suspendue au firmament, mais on sent surtout tout l'amour que Véronica a pour ses êtres, pour ses amis, pour John. Je termine la rencontre avec la Dame au Corbeau. Pourquoi la Dame au Corbeau? Bien parce que c'est un nom que je lui ai donné pour que je puisse respecter la confidentialité et l'anonymat qui a été demandé par la famille ou exigé. C'est une drôle d'histoire, tu sais. Je trouve ça dommage, en fait. Moi, j'ai été, pas souvent, mais ça m'est arrivé à quelques reprises durant ma trajectoire d'écriture d'être victime de préjugés ou de gens qui trouvaient ça louche qu'une jeune personne, bénévolement, pour écrire un livre, passe beaucoup de temps avec des personnes aînées. Il y a des gens qui, d'emblée, voyaient cette bonté-là comme louche. Qu'il y avait nécessairement quelque chose à l'arrière de tout ça. Et ça m'a beaucoup blessée parce que ce que j'entendais aussi à travers tout ça, c'est « mais voyons, pourquoi une jeune personne voudrait passer du temps avec une personne aînée? Nécessairement, il faut qu'il y ait quelque chose là en retour ou bon, une fraude quelconque. » Et pour moi, c'est « mais mon Dieu, on en est là dans notre société. » Je peux comprendre, souvent on a peur, on entend beaucoup de choses aux nouvelles, mais de là à que ce soit si peu évident de comprendre pourquoi une personne de mon âge a envie de passer du temps avec des personnes aînées, pour moi, je trouvais ça très très triste, pas pour moi, mais pour les personnes avec qui je passais du temps. Et c'est un peu ça qui est arrivé avec la Dame au Corbeau. La Dame au Corbeau avait des troubles cognitifs et je passais bon, du temps avec elle l'après-midi, bon, et son récit de vie, c'est beaucoup dans le senti, c'est beaucoup dans les images, c'est dans des souvenirs, refaisait surface. Et malgré tout ça, la Dame au Corbeau, elle m'a beaucoup accompagnée dans un moment de ma vie où j'étais beaucoup dans le doute par rapport à ma démarche, est-ce que je faisais la bonne chose, qu'est-ce que j'allais devenir dans la vie, parce que bon, à cette époque-là, j'étais serveuse dans un restaurant super loin d'ici et, et je vagabondais d'une rencontre à l'autre, j'écrivais, je vivais pas de mon écriture, donc voilà, j'étais dans cette période-là et voilà, tu sais, elle m'a mis beaucoup de vaillance dans mon cœur. Et ça a fait beaucoup de sens de la rencontrer, la Dame au Corbeau. Malgré le fait que j'ai ragé longtemps, que sa famille et les gens de son petit village, c'est vraiment une petite communauté isolée sur une île, que ces gens-là ne me permettent pas de lui dire au revoir, qu'ils voient dans ma démarche quelque chose de louche ou je pourrais pas dire, tu sais, mais parce que ça m'a pas été expliqué, on m'a seulement dit tu reviens plus, puis bon, j'imagine que c'est, bon voilà, c'est un contexte communautaire, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'ai écrit le récit de la Dame au Corbeau juste pour démontrer à quel point même les personnes qui perdent la mémoire, les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer par exemple, ben elles peuvent encore nous toucher. Elles sont encore des personnes, elles ressentent les choses, elles sont capables de nous amener dans des zones de nous-mêmes qu'on n'atteindrait pas.
toute seule. Et pour moi, la Dame au corbeau, c'est un bon exemple de comment on peut rester connecté avec l'extérieur et comment on peut avoir un impact encore comme être humain, peu importe notre condition. Et la Dame au corbeau, voilà, me fait penser à ça. Donc, je termine la conférence avec un extrait de cette charmante dame. Sur un rocher au cœur de l'océan, une femme sans nom regarde les corbeaux faire leur nid. Je ne peux nommer cette dernière en dépit de toutes les traces d'humanité qu'elle a laissées en moi. Malgré cette impossibilité, je n'oublierai jamais la sincérité de son rire aigu et le son de sa gomme à mâcher qui emplissait les silences de nos séances de coloriage. Impossible de laisser s'échapper tous ces grands communicateurs de ce qui importe, bien au-delà des faits, de la chronologie et de l'immuabilité des souvenirs. La Dame au corbeau fait de son passé désappris son unique réalité, et c'est ce qui la rend si unique à mes yeux. Devant des animaux enfantins barbouillés par nos crayons, nous avons fait connaissance, sans qu'elle puisse mémoriser la fréquence de nos rencontres. C'était quasi nouveau à chaque fois, mais profond, toujours profond. Plus jeune, elle changeait le portrait des gens dans le journal, qu'elle m'avait dit en dessinant une moustache burlesque au premier ministre en couverture. Elle est de retour sur l'île de ses souvenirs et m'y a invité à cœur ouvert. Sa maison est rendue apparemment trop grande pour une seule personne. C'est ce qu'on lui répète souvent pour l'inciter à la quitter. La Dame au corbeau ne s'en fait pas tellement avec ça. Elle a rapetissé sa demeure par en dedans. Elle m'a exposé ce principe en me faisant visiter les nombreuses chambres vides au 2e étage, maintenant condamnées, son lit étant dorénavant établi dans leur salon. Faible compromis pour rester le plus longtemps possible. On a voulu l'amener là-bas, dans les villes, prétextant que ce serait plus sécuritaire, qu'elle lui trouverait service pour les maux de son âge. On n'a pas su la persuader des avantages de ce déracinement. On vit rapidement, et les racines n'ont pas ce temps pour se refaire. Puis, elle se sentirait joliment isolée dans cet espace trop vaste qu'est la terre ferme. Être ilienne, c'est être prise dans ce paradoxe d'ouverture et d'isolement, et ignorer la présence de ce grand voisin, le continent. Qu'est-ce que je ferais bien de tous ces kilomètres-là? Elle qui est pourtant entourée de milliers. La réclusion se fait plus acceptable quand on ignore l'étendue du monde. Assises toutes deux à la table de sa salle à manger vieillotte, nos mains se sont agrippées, nos regards ont accosté à l'âme de l'autre. C'est dans le calme de cette confiance naturelle entre nous, qui a respiré au-delà des mots, qu'une révélation s'est manifestée de sa voix brisée. L'homme aux grandes mains me manque. 30 ans de veuvage, 20 ans d'égratignure sur le disque et toujours la même chanson. Il y a des époques qui ne se démodent jamais. J'ai ragé longtemps face à cette impossibilité cruelle engendrée par le doute et la méfiance de ses proches et du village, de lui dire au revoir et merci. Malgré tout ça, quand la mouvance ébranle mon équilibre, quand mes pas aléatoires m'entraînent sur des sentiers que je voudrais battus, quand le doute me parasite, je pense à la Dame au corbeau. Je louange en mémoire toutes ces tristesses que couvre son cœur depuis si longtemps et les joies quotidiennes qui les apaisent et qu'elle a su partager avec moi. Je regarde mon visage qu'elle n'a jamais pu identifier indubitablement, c'est dur à dire ça, mais qu'elle a tout de même reconnu. Tu me rappelles quelqu'un que j'aime beaucoup. Je te connais pas vraiment, mais je t'aimais déjà et je t'aimerai encore. Sont les salutations les plus jolies que nous aurions pu inventer pour célébrer cette familiarité originelle entre nous. Longtemps que je me souviendrai de la vaillance qui habitait mon cœur lorsque je la quittais, convaincue de ma légende et de l'écho qu'elle éveille en moi. Sois bonne envers les autres, comme tu le fais là. C'est tout ce qu'il te faut pour bien vivre. Ce sont les derniers mots que la Dame au corbeau m'est adressés. Et encore aujourd'hui, ils guident mes pas. J'espère que la conférence vous a plu. J'espère que c'était pas trop statique, que vous avez pu sentir, voilà, mon essence, l'amour aussi que je porte aux gens que j'ai rencontrés. C'est tout ce qui importe pour moi et je suis convaincue qu'il y a peut-être certains récits qui vous ont interpellé, qui ont fait écho en vous. Je souhaite seulement que vous replongiez dans votre histoire et que vous voyez à quel point vous êtes présent
présent à vous, présent au monde, présent à votre communauté. J'ai envie que vous célébrez votre unicité. J'ai envie que vous soyez fiers de votre parcours, que vous ayez envie de le célébrer, de le partager, de l'écrire pour les gens autour de vous, parce que vous êtes une tranche d'humanité, chacun à votre façon. Et pour moi, ben, à travers mon parcours d'écriture, c'est ce que j'ai envie de démontrer, que on peut s'entraider, on peut rendre la vie plus facile, plus belle, plus jolie. Il suffit de s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à ce qu'il peut nous transmettre et se mettre en ouverture face à soi et à ceux qui nous entourent. Alors j'espère que ma conférence vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à visiter la page Facebook de Simone et tous les autres. J'y mets plusieurs extraits, des photos, des rencontres, des activités intergénérationnelles que je fais. D'ailleurs, je suis la porte-parole de la présente collecte de fonds pour Intergénération Québec pour publier un livre sur la cohabitation intergénérationnelle et c'est bien fait. Donc, si ça vous intéresse, allez trouver tous les détails sur la page Facebook. J'ai aussi une balado. J'ai commencé à faire de la balado-diffusion durant la pandémie. J'ai fait quelques entrevues avec des personnes durant la pandémie. Je suis en train de monter différentes entrevues, mais il y en a déjà en ligne sur le site de Anchor. Donc, si vous êtes intéressé à voilà, écouter des entrevues que j'ai faites durant la pandémie, ce sera en ligne. Et voilà, je remercie la table de concertation Agir pour mieux vieillir, plus particulièrement Dominique Gosselin qui m'a référé, qui a parlé de moi, qui a su comprendre voilà, ma mission et le message que j'ai envie de transmettre. Je veux remercier Véronique, Yann, bon, pour toute la logistique et d'avoir accepté voilà, ma proposition. Alors, bonne journée internationale des personnes aînées et je vous dis ben, peut-être à bientôt. Bonne journée, merci.